Bonjour à tous, vous êtes bien dans Green White Checker, saison 2, épisode 11, votre talk vidéo consacré à l'actualité du sport automobile international. Je suis Laurent-Frédéric Bollet et à mes côtés, comme d'habitude, Maxime Potard. Salut Maxime. Salut LFB, bonjour à tous, bienvenue, déjà le 11e épisode, et c'est vrai qu'on se retrouve un peu moins souvent désormais, mais l'actualité fait qu'il y a pas mal de choses à dire, c'est ça aussi le fait de se voir un peu moins souvent, mais c'est d'autant plus intéressant, donc ravi de te retrouver et de vous retrouver pour un nouvel épisode où on va parler pendant une bonne heure je pense de l'actualité, et il y a des choses à dire. Tu veux que je te donne le sommaire, mon cher ami? Je Eh pense que oui, parce tout le monde que m'attend que ça. voilà, et notre liberté de ton, elle est toujours là, tu t'en doutes, et vous vous en doutez. On va parler F1, tiens, quelle surprise, le Grand Prix de Miami, hein? Nouveau rendez-vous dans le calendrier, tu vas me dire ce que tu en as pensé. Ensuite, tu as été à Spa, voir la Manche WEC, donc ça m'intéresse de savoir ce que tu en as pensé. Moi, je te dirai ce que j'ai pensé de la Manche I. D'accord, je vois le geste qui dit beaucoup de choses. Je te dirai ce que j'ai pensé de l'IndyCar, mais tu auras le droit aussi de me dire, de me confier tes avis. Et puis en dernière partie, écoute, il y aura ma page Supercars habituelle, mais toi, il y aura ta page de spécialiste. Il y a 3 disciplines pour lesquelles tu es spécialiste. Formule électrique, BTCC et WTCR. Donc retiens ton souffle, mais tu auras à parler dans la 3e partie. Oh, t'es prêt? Prêt, chaud, bouillant, quand est-ce qu'on commence? Eh ben tout de suite, et on passe le drapeau vert. Voilà la première partie, donc à l'américaine, hein, le titre de notre émission, Green White Checker, on reste aux États-Unis. Alors on n'est pas en NASCAR, hein, on a emprunté ce vocabulaire à la NASCAR, mais disons que les drapeaux verts et blancs, oui, ne sont pas en vigueur en Formule 1. Mais Maxime, bien évidemment, nous étions à Miami, donc événement. Le 77e tracé à accueillir une manche de Formule 1. Hein. Tu as vu les petites statistiques qu'on nous a présentées avant le départ de ce Grand Prix. Donc le Grand Prix de Miami, voilà, c'est pas un pays, c'est une grande ville qui a droit à son Grand Prix, c'est déjà arrivé dans le passé, mais Miami, voilà, rejoint ce club très fermé. 5e manche de la saison 2022, et évidemment, à l'américaine, un show annoncé depuis des mois, constaté sur place. Alors il y a eu l'histoire, on va pas y revenir, mais de la fausse Marina, voilà, qui a fait marrer tout le monde. Bon, moi je trouve ça un peu grotesque, j'y vais franchement, et toi? Je parle que ce qu'ont fait les Américains. Oui, ça faisait un petit peu, on veut faire comme tout le monde, mais c'est vraiment l'artifice d'Hollywood, pour reprendre le côté américain, c'est de la poudre aux yeux. C'était même ridicule les plans de caméra qui étaient faits depuis les fameux yachts, soi-disant, qui étaient en vente pour certains. C'est une société qui a mis ses yachts en vente sur le week-end, c'était assez marrant. Mais non, d'ailleurs, la planète Twitter s'est enflammée avec ces montages. On voyait Daniel Ricciardo qui plongeait comme à Monaco dans l'eau, on disait non, Daniel, ne saute pas. Enfin, plein de choses très marrantes. Finalement, c'était peut-être ridicule initialement, mais la communauté en a fait quelque chose de très drôle. Les gens qui laissaient tomber leur smartphone, qui nageaient, enfin bref. Voilà, il y avait eu pas mal de vannes. Et finalement, on a parlé peut-être plus de ça que de pas mal d'autres choses, surtout l'extra sportif à l'américaine finalement. Oui, non mais c'est vrai que les 2 jours qui ont précédé les premiers essais, on parlait que de ça. Et du coup, moi je te le dis franchement, et je l'ai dit très, très, très honnêtement à Tristan Gomandi, qui a donc été mon invité pour l'épisode de la semaine de l'Afterlap, mon podcast, où je suis revenu avec lui évidemment sur ce Grand Prix événement. Mais moi, du coup, j'avais pas focalisé sur le circuit. Et je te cache pas, et tu vas me dire ce que t'en penses, quand je découvre le tracé et que je découvre l'enchaînement là, des virages 11 à 15, on va dire, ça, j'avais pas du tout anticipé. Je pensais pas qu'on serait à Bakou, quoi, pratiquement. Mais on avait pas mal de similitudes et j'ai des collègues qui ont mentionné aussi que les 2-3 premiers virages ressemblaient aux enchaînements de Jeddah, qu'on avait aussi des murs, des virages en aveugle, donc c'était un peu surprenant. La partie un petit peu étroite entre les bandes d'autoroute, les bretelles, où c'était vraiment un petit peu très à l'américaine, comme les circuits de kart ou d'IndyCar. Parfois, on pouvait avoir ça dans les années 80 et 90. C'était un joli clin d'œil avec la petite montée. Bon, techniquement, c'était très intéressant. On a vu que les pilotes se sont fait piéger. On a vu ça avec Ocon et avec Sainz. Donc, il y avait quand même du challenge. La longue ligne droite était assez sympa parce qu'au bout, on avait des tentatives. En tout cas, c'était plutôt des freinages loupés par certains qui offraient des tentatives à d'autres. Malgré tout, moi, ce que je voudrais dire, c'est que de 1, on dit que c'est à Miami, mais on est quand même à 1h30, quasiment 1 heure de route en tout cas, du centre de Miami. On s'est mis autour du fameux Hard Rock Stadium, hein, ce stade exceptionnel. Et je trouve qu'effectivement, on oublie que c'est un parking. Alors oui, effectivement, ça reste un tracé urbain, mais contrairement à d'autres tracés où justement on se voit un petit peu, on voit presque encore les traces des emplacements, ici, on a quasiment oublié. On pourrait croire que c'est vraiment un terrain vague sur lequel on a construit un Grand Prix de A à Z. Maintenant,
il y a eu pas mal de choses qui sont passées un petit peu en tsum sous les yeux du grand public, notamment les places VIP qui étaient excessivement chères, le merch qui était il y avait des vestes Aston Martin à $420, ce qui, enfin rendez-vous compte, c'est plus de 3 fois le prix, enfin c'était hallucinant. Donc les tribunes VIP étaient vides, on les a pas trop vues devant les stands, mais c'était pas très peuplé non plus. Énormément de VIP, on a eu plus de plans sur George Lucas, Mickey Rourke, enfin bref, on a eu Michael Douglas, oui, je vais dire Mickey Rourke, pardon, pas du tout Michael Douglas, c'est très difficile. Dis-donc, ta culture cinématographique est à revoir. Oui, je sais pas pourquoi, désolé, mais c'est Mickey les États-Unis. Non, mais les Sir Williams, bref, il y avait énormément de monde qui était là en people, et c'est vrai que sans ça, ça faisait un petit peu fade. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est vrai que le contexte de la course était un peu fade s'il n'y avait pas tous ces plans sur tout ce qui était extra sportif et qui faisait que justement on était à Miami, enfin en tout cas aux États-Unis, avec les casques de joueurs de football américains sur le podium. Ils nous avaient déjà fait ça avec les sombreros, etc. C'est un petit clin d'œil marrant, mais bon. Quand même, est-ce que un peu lourdingue, lourdingue, on est d'accord. Donc voilà, moi qu'on soit à Miami, qu'on soit en Arabie Saoudite, qu'on soit même on aurait pu aller au Vietnam presque. Avec ces circuits-là, moi je trouve qu'on dénature un peu la F1. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais c'est vrai que je sais pas ce que tu en penses, mais la F1, effectivement, il faut garder Spa, Monza, en tout cas les joyaux qui ont fait la culture et ce qu'est le sport. Mais j'ai trouvé qu'aller au Texas, c'est pour moi tout aussi intéressant parce qu'on a un circuit typé F1. On est un peu moins dans l'ambiance américaine, mais moi je trouve qu'on n'a pas une ambiance plus que ça. À Miami, on a vu un peu les palmiers, mais la fausse marina et tout. Ah oui, non, mais ça faisait tout faisait un peu factice, quoi. C'est ça qui est terrible, et c'est très à l'américaine. Et pourtant, ça a fonctionné parce que si on prend le bilan rapidement de l'audience du Grand Prix, le week-end, il y avait la NASCAR à Darlington, qui est un des meetings les plus suivis. On a quand même fait des résultats qui étaient quasiment équivalents, si ce n'est supérieurs selon les chaînes. Après, la NASCAR était diffusée dans une petite chaîne obscure. On en a parlé avec Michael Duforest, un confrère, dans un autre podcast il y a quelques jours. Mais c'est vrai que la F1 et Liberty Media jouaient très très gros aux États-Unis ce week-end, beaucoup plus que ce que nous on pouvait espérer en tant que spectateurs européens. Et est-ce que nous on a été déçus? Pas forcément, parce que le spectacle en piste était correct, il y a eu des dépassements, c'était pas non plus une procession. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est on va en parler, oui, tout à fait. Mais encore une fois, l'extra sportif, ce qui fait qu'on était à Miami, j'espère que Liberty Media a invité les bonnes personnes pour signer des contrats, parce que honnêtement, pour moi, qu'on soit à Miami, qu'on soit à Tombouctou, qu'on soit à Jeddah, pas vu franchement la différence. Bon, alors j'enchaîne sur ce que tu viens de dire globalement, et je suis d'accord avec toi sur ce côté un peu forme générale. Si effectivement on fait un blind test et qu'on voit une image un peu classique de la retransmission du Grand Prix, je défie quiconque d'être certain qu'on est à Miami. Alors peut-être oui, dans un climat un peu floridien, oui, ça à la rigueur, mais enfin bon, on serait à Jacksonville, ce serait pareil. Exact. Donc effectivement, Miami Beach, la plage, l'océan, là on l'a pas. Donc effectivement, ne nous prenez pas pour des ignorants. C'est pas vraiment le côté super glamour de Miami qu'on nous propose autour du Hard Rock Stadium. Ça, on est tout à fait d'accord. Bon. Après, les palmiers, la piscine, la marina, voilà, on en a parlé. C'est un peu factice tout ça, on est d'accord. Non, j'ai tendance à dire que quand même, ce qui sauve tout ça, parce que là on est assez critique, c'est quand même le tracé qui m'a pas époustouflé, mais qui effectivement, tu l'as employé le mot tout à l'heure, et Tristan Gomandi l'avait aussi employé à mon micro, c'était challenging. Plus difficile qu'il n'y paraissait, avec une vraie partie sinueuse piège, avec des portions où si on... Alors ça c'est aussi dû au revêtement qui est un peu raté. Ça, maintenant les langues se sont déliées. Voilà, il a été refait pendant la nuit parce que justement on s'est rendu compte que le tarmac ne tenait pas. C'est quand même hallucinant en partant d'un parking, mais avec la chaleur et les passages des pistes, ça ne tenait pas. Et on a appris aussi qu'avant les essais libres le vendredi, donc la veille et pendant la nuit, on a passé des autopompes pour enlever un maximum de gras, de gomme et de saleté pour que la piste soit la plus propre possible. Malgré tout, ça faisait vraiment circuit. Enfin, moi je voyais ça comme un circuit en ville de kart des années 80 où justement ils faisaient des patchs de tarmac un peu partout, des dalles de béton, et il manquait les rails du tram et on était bon, quoi. Voilà, mais ça ajoutait du spectacle. C'est-à-dire que les pilotes qui se loupaient au dernier virage à l'épingle, c'est parce que justement le tarmac, le freinage, c'était... Donc finalement en voulant faire sauver les meubles, ils ont fait un peu du bien finalement au spectacle. Oui. Et du coup, c'est devenu un Grand Prix, pas complètement spectacle pur et un peu. Il y a eu des dépassements, il y a eu des actions. Il y avait un défi. Chacun pouvait y aller de sa petite faute et pratiquement tout le monde y a été de sa petite faute. Et c'est devenu un rendez-vous, mine de rien, c'est exigeant, qui a exigé des pilotes, en tout cas, une concentration sans faille.
Et même un Charles Leclerc, voilà, qui pourtant nous a fait un week-end extraordinaire. Il n'a pas gagné, bien sûr, mais il a été quand même aux avant-postes tout le temps. Bah, Charles Leclerc, il a été de sa petite erreur à un moment donné. C'est vrai qu'il y a guère que Max Verstappen, que j'ai pas vraiment vu en glissade ou en séance en d'essai, il a dans la petite chicane, il Oui, a freiné, il est passé à ça de la correctionnelle quand même. Donc ça c'est aurait pu ça, être un parti. Bon, en essai, tout il a à eu fait, de la voilà. chance, mais mine de rien, il Voilà. y en a qui ont tapé très fort. On a vu Sainz et Ocon sortir très violemment. Ben oui. À la demande des pilotes, on voulait rajouter du Tech Pro dans ce virage-là, ça n'a pas Mm. été fait. Alors que Non. le choc d'Ocon était quand même vachement violent. Enfin, moi, j'ai été plus Ben oui, impressionné oui. que celui de Sainz. Donc, il y Mm. a peut-être de l'adaptation à faire dans le futur, puisqu'on n'est pas vraiment retenu par des murs, des lacs ou ce genre de choses. Donc, peut-être que le circuit est voué à évoluer après une première édition qui n'est pas ratée. Je trouve que pour moi c'est Non. réussi. Je préfère 1000 fois aller à Miami désormais qu'à Jeddah où vraiment c'était plus là vraiment un suivi que le et même dangereux. Où ici, à part 2-3 Mm. virages effectivement un peu plus hasardeux où on peut se faire piéger parce qu'une voiture peut être lente, etc. Il n'y a pas vraiment de danger proprement dit sur la piste de Mm. Miami. Autre Mm. chose aussi qu'on n'a pas forcément évoqué, c'est la volonté d'avoir énormément de zones de DRS pour justement tenter de falsifier un peu la course. Je suis pas trop pour le DRS parfois, mais je trouve qu'ici il était à juste dose et que finalement la ligne droite était tellement longue et les voitures se tenaient tellement Oui. que ça n'avait pas tant d'impact que cela. Ouais, Donc ouais, il tout était à un fait. peu inutile, donc c'était un peu ridicule, mais l'un dans l'autre, ça n'a pas faussé le résultat de la course. Et le duel qu'on a eu entre Verstappen et Leclerc, pour moi, a été fair, a été juste et a été équitable Oui. parce que justement, on n'avait pas ce DRS qui permettait de passer 10 fois à chaque tour. Voilà. Non, c'était pas mal de mettre le DRS sur la ligne droite des stands d'ailleurs. Oui, c'est Petit, vrai. court, mais ça permettait peut-être de plonger. Alors bon, Mick Mick Schumacher Schumacher, s'était voilà. un peu enflammé. Voilà. Là, je crois que c'est un peu embêtant de s'accrocher entre le fils spirituel, on va dire, et le mentor. Il faut Mais remonter. Attends, juste petite statistique hmm, que j'ai vue sur Twitter oui, de vas-y. McLovin, que je salue, qui est un tweetos très très calé en Oui, Formule 1. ouais. Il a annoncé qu'effectivement, c'est vrai que la dernière saison, il n'y avait aucun pilote allemand sur le podium, c'est 91. Il n'y avait pas un seul pilote allemand sur le podium. Donc, Attends, attends, de quoi? donc un pilote allemand sur le podium toute Oui. la saison, il n'y en a pas eu du tout en 91. Ah oui, Et d'accord. depuis 91, ça n'est plus jamais arrivé une saison sans qu'il n'y ait un podium pour un pilote allemand. Et avec Ah oui, tu me Vettel rassures. et Oui, avec tout à fait, pardon, oui. non, pardon, Oui, désolé d'accord, si ok, c'était oui, pas clair. Mais voilà. entre Mick Schumacher et Vettel qui s'auto-éliminent à un Grand Prix sur deux, ça va être une statistique qui risque de revenir. Donc 2022 pourrait avoir son lot Ouais. d'actions. Maintenant, Bon, cela étant, j'y ai cru voilà. que Mick Schumacher allait peut-être marquer son premier point dans sa Mais carrière. Hein. À un on moment était donné, je le nombreux voyais à y bien. croire, on était nombreux à y Oui. croire, et moi j'avais plutôt misé en qualification, en tout cas avant la qualification, sur une. Je voulais 4 moteurs Ferrari dans le top 5. Sincèrement, j'y croyais. Mhm. Une Haas, sans doute une Alfa Romeo, celle de Bottas, qui finalement a très bien, encore une fois Bottas qui a bien fonctionné, qui est encore une fois qualifié devant les Mercedes, et les deux Ferrari forcément aux avant-postes. Même si Mhm. Sainz pour moi a juste fait le service minimum, on va dire, après sa sortie de piste, qui n'était pas facile à faire non plus. Il est Mhm. temps qu'il se relance. Moi, j'y ai cru. Je me suis dit que s'il prenait l'avantage sur Leclerc, il pouvait être l'élément perturbateur du duel avec Verstappen. Ça n'a pas été le cas ce week-end. Ça arrivera tôt ou tard. Mhm. Je pense que tu es d'accord avec moi sur le fait que Sainz doit avoir ce déclic de la victoire, ce déclic de j'y suis arrivé. C'est pas une peur de gagner, Mhm. mais il va y arriver. Moi, j'y crois vraiment. Et ça va lui permettre de remonter parce que si on fait le bilan quand même avec les bêtises qu'il a faites, et Verstappen qui a quand même 2 abandons cette saison, il y a un Oui. écart. Alors je prends juste les statistiques. Verstappen 85 points, Sainz 53. C'est la Ouais. moitié de ce qu'a Leclerc en tête du championnat. Mhm. Donc Tout il à faut que fait. Sainz ne traîne pas trop à se remettre parce qu'il y a quand même Russell ben. qui est devant. Hein. Donc Oui. ça commence à être inquiétant. Non, en tout cas, sur la piste de Miami, on a eu quand même une hiérarchie qui nous semblait assez bien installée. Mhm. Leclerc-Verstappen au sommet, on va en reparler. Pérez, enfin Sainz et Pérez, allez, mettons dans l'ordre. Sainz et Pérez en deuxième couteau à leur place. À Pas leur si place. loin que ça, mais quand même Oh, derrière. Pérez, voilà. il a pris quand même loin. Hein. Et je pense qu'à la fin des qualifs, Oui, il y oui, avait mais il a un eu. écart Oui, violent. mais. T'as vu, il a eu un problème à un moment donné, il a perdu 7 secondes dans un Oui. tour. Et bon, Si, allez, si. mais on va dire, oui, voilà, derrière. Et puis bah maintenant j'ai tendance quand même à mettre les Mercedes, en tout cas à Miami, parce qu'à Imola c'était pas le cas. Effectivement. Bon, on va dire un ventre mou quand même dominé par Mercedes, ou qui devrait l'être très prochainement, mais où on retrouve Alfa Romeo et Bottas, où on retrouve Haas, Magnussen. Alpine et Haas quand Magnussen s'y met, et puis il faut voir s'il n'y a pas aussi une McLaren qui arrive pas, parce qu'ils font le yo-yo. Bon bref. McLaren, c'est assez incompréhensible, hein, parce qu'en fonction Oui. des tracés, de la physionomie des pistes, voir McLaren tantôt jouer presque la Q3 et la pole et le week-end après être qualifié 15 et 20e, c'est assez effrayant. Je ne sais pas si on comprend vraiment la McLaren comme elle est,
au niveau des ingénieurs, parce qu'elle a l'air d'être une inconnue, tant pour Ricardo, même si Norris s'en sort bien mieux. Oui. J'aimerais pas être Ricardo en ce moment, parce que ouf, Non. Voilà. ça doit être difficile. Alors, est-ce que tu penses comme moi que sur 23 Grands Prix cette année, ou 22, on verra, arrivera bien un moment où Leclerc et Verstappen s'accrocheront, parce que je ne vois pas comment, voilà. Mais avant d'en arriver là, puis à la rigueur, ne tirons pas des plans sur la comète, comme on dit, leur duel me plaît beaucoup. Je veux dire, là, il y a vraiment une sorte de fer. C'est viril, mais c'est correct. Il y a du respect. Ça se bat bien. Ça se bat un peu un coup sur deux. Et les deux, là, à Miami, moi, je les ai associés dans mon titre, en tout cas, sur le podcast que j'ai fait. J'ai mis à Miami, avec un trait d'union, à Miami. Bon, tu vois, j'ai tendance à penser qu'ils ont fait le spectacle à deux. Et quand bien même, finalement, au final, Verstappen mène 48 tours et Leclerc que 8 en tête, bon, toujours Leclerc a été derrière lui. Et honnêtement, même si les fans de Verstappen sont contents au final, ils ont un peu tremblé pendant tout le Grand Prix que Leclerc puisse peut-être repasser à l'attaque et voire peut-être puisse le dépasser après le safety car et au moment du restart. Donc, moi, j'aime beaucoup là, cette opposition entre les deux. On sait qu'avec Hamilton, ça a tourné vinaigre l'an dernier parce qu'il y avait aussi une statue du commandeur à abattre de la part de Verstappen et qu'Hamilton, du haut de ses titres, c'est vrai qu'il y avait vraiment une vraie bataille et un vrai ennemi, si j'ose dire. Là, Verstappen-Leclerc, bon, ce début de saison est plutôt plaisant à ce niveau-là, je trouve. Est-ce que tu penses pareil? Alors, je ne te rejoins pas sur le fait que Verstappen et Leclerc vont arriver au clash. Je pense que ce ne sera pas nécessaire d'arriver à un stade où on en était l'année dernière avec Verstappen et Hamilton. Alors, même s'il y a un des protagonistes qui revient un peu dans l'équation, je ne pense pas que Verstappen ait envie de retomber là-dedans. C'est-à-dire que je pense que pour sa concentration et l'évolution de sa saison, et peut-être aussi pour, alors je vais peut-être prendre des mots un peu durs, mais sa dignité et sa volonté d'être assumé comme un champion mérité à la fin de la saison, tu vois, d'avoir glané un titre au combat, au duel, mais sans j'ai touché un aileron, j'ai pris ta safety car, je t'ai doublé sous. Bref, est-ce qu'on peut repartir devant? Bref, on va pas refaire toute l'histoire, mais j'ai l'impression que cette année, Verstappen n'a pas du tout envie de ça, et son comportement change un petit peu dans ses duels. Alors forcément, c'est pas le même opposant en face, mais Leclerc a cette. Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je dirais peut-être ce côté gentleman, pilote très équivalent, très honnête, qui va laisser la place, qui ne va pas donner le coup de roue. C'est très viril. Parfois, on voit des contacts très très proches, mais même si Leclerc se saborde comme on l'a vu à Imola, ça m'a fait beaucoup de peine parce que j'aime beaucoup le duel qu'on est en train de vivre, mais je le trouve sain. C'est un peu comme un débat politique où des fois tu vois que les deux opposants se respectent ou non. Eh bien j'ai l'impression que cette année, il n'y a pas de volonté de nuire à l'autre, où on a juste envie d'être le meilleur. Et ça fait du bien, et c'est tout aussi plaisant et beaucoup moins fatigant à suivre en fait que la saison dernière, parce qu'on est sorti d'une saison très longue. Donc aller au clash entre Leclerc et Verstappen, tu as l'air beaucoup plus catégorique sur le fait que ça va arriver tôt ou tard. Moi je pense qu'on n'en est pas encore là. Ou alors ce sera vraiment, mais par une erreur, mais pas volonté de pousse-toi de là que je m'y mette. Et c'est là où justement derrière, l'intensité de la saison va s'installer comme un scénario totalement différent de l'année dernière. Et j'ai hâte d'être justement sur des circuits où certains sont à l'avantage. Leclerc doit gagner Monaco cette année. Il faut qu'il enfin arriver à vaincre le signe indien. C'est obligatoire pour lui de gagner là. Verstappen aux Pays-Bas, on le sait aussi. Donc il y a déjà des circuits où on sait que la Red Bull est bien, mais Leclerc est chez lui, mais si, mais ça, etc. etc. Voir aussi d'ailleurs Monaco en passant, comment ça va se passer avec les voitures qui sont 2 fois plus larges. J'ai un peu peur de l'épingle du Loves et on commence à en parler. Bref, c'est pas le sujet, mais donc une saison qui va s'annoncer pour moi beaucoup plus calme, beaucoup plus fair-play, mais tout aussi intense. Et on va retrouver des duels comme on pouvait avoir peut-être entre Hill et Schumacher, tu vois. C'est-à-dire un qui est vraiment établi comme le patron, ce qui est le cas de Verstappen, je suis désolé, même si le patron de ce début de saison, c'est Leclerc. Et ça dérange Verstappen. Donc il y a vraiment un duel sain, fair-play, et j'ose espérer qu'on va avoir ça pendant au moins jusqu'à la rentrée de septembre. Oui. Bon, bah écoute, acceptons-en l'augure pour le non-accrochage. Je suis peut-être un peu pessimiste ou un petit peu fataliste, mais là, nous deux aura de toute façon tort d'ici quelques semaines, donc ça c'est certain. Alors, je voudrais te proposer de remettre 3 tableaux d'honneur pour ce début de saison, parce qu'effectivement, au bout de 5 Grands Prix, on peut faire un premier bilan. Écoute, on va pas détailler tout le monde, parce que le temps, de toute façon, va filer, et voilà, on a d'autres disciplines à aborder. Mais moi, je voudrais remettre 3 tableaux d'honneur. Alors, je vais en grouper 2 dans le même tableau d'honneur, si je veux dire, c'est Bottas et Magnussen, qui effectivement, sont un peu les dynamiteurs de cette année, puis nous
arrive à se glisser en 5e sur la grille pour Bottas, là, à Miami, c'est exceptionnel. Et 5e, je rappelle, c'est le résultat de Magnussen au premier Grand Prix, hein, à Bahreïn. D'accord. C'est fabuleux. Deux voitures équipées de moteur Ferrari, voilà, encore une fois. Je ça. suis désolé, même si beaucoup commencent à dire que la A, c'est une Ferrari un peu déguisée. Je n'irai pas jusque-là, je pense. Mais c'est vrai que malgré tout, force est de constater que le moteur Ferrari, même si le Red Bull est au-dessus au niveau vraiment vitesse de pointe, en termes de relance et de fonctionnement et de couple, vraiment, le moteur Ferrari fonctionne beaucoup mieux sur le reste du circuit. Franchement, bravo à Bottas et à Magnussen qui n'étaient vraiment pas attendus, surtout pour le deuxième qui n'était même pas sur la grille au premier Grand Prix. C'est ça. Je mets un tableau d'honneur aussi à Ocon. Parce que, effectivement, Alpine, bon, c'est pas encore en mesure de jouer les podiums, on est d'accord, mais Esteban, je trouve, tient la baraque. Et là où Alonso commence à être très très malchanceux, à être régulièrement affecté par des soucis qui vont au-delà de son pilotage, avec des petits accrochages, des petites pénalités, des problèmes mécaniques, ça tombe sur lui, ça tombe pas sur Esteban. Et le Grand Prix de Miami est révélateur à ce niveau-là. Qu'on le veuille ou non, Esteban part dernier, quoi. Ouais. Et donc, à l'arrivée, je te rappelle, il fait 8. Alors bien sûr, il est, comme beaucoup, à avoir profité de Russell, le premier du safety car. Mais je dis qu'Esteban là est très solide et c'est vraiment lui qui score bien pour Alpine. Il faut avoir la stratégie juste. C'est bien de dire il a profité de la safety car, mais tout le monde ne l'a pas fait. Lui, il l'a fait, tant mieux. Il fallait aussi qu'Alpine soit sur le coup. On a vu qu'avec Alonso, les arrêts au stand étaient catastrophiques. Je crois qu'il fait un arrêt en quasiment 6 secondes. Enfin bref, Alonso, on a l'impression que tout va bien fonctionner et qu'il y a toujours un petit souci qui va arriver tôt ou tard dans sa course. Ça devient frustrant parce que je pense qu'Alonso pourrait être tout aussi bien que Ocon au niveau du classement, mais que la malchance, etc. Et Ocon, comme tu dis, a la force qu'il n'avait pas, je trouve, encore il y a quelques mois, sans dire quelques années, c'est la force de se remettre dans un week-end, là où il tape, là où il part dernier, il ne reste pas au fond du gouffre, justement, et il se bat là où on prend les points le dimanche, et c'était pas le Ocon que moi je connaissais avant, et c'est ce que je lui reprochais parfois, dans sa jeunesse, évidemment, tout est relatif, mais dans ses années précédentes, c'est ce côté, quand ça va bien, la spirale est très positive, et tout se passe bien jusqu'au bout du week-end, mais dès qu'il y avait un couac, voilà, ça n'allait jamais rebondir. Et là, il est en train d'apprendre, je pense, et de savoir se remettre en selle et de voir que tout n'est pas perdu. Alors, le bon exemple aussi, ce serait de prendre Albon. Je ne sais pas si ça fait partie de ton tiercé. Alors, j'enchaîne parce que mon troisième tableau d'honneur, peut-être que vous vous dites c'est Russell, qui après tout, effectivement, est brillant et permet à Mercedes de bien figurer quand même au classement. Oui. Mais non, c'est pas Russell, parce que moi, Russell, j'ai toujours cru que de toute façon, il arriverait chez Mercedes avec les dents qui raillent le sol et qui ferait très fort. Donc, c'est le cas, et bravo. Non, c'est Albon, effectivement, à qui je remets un troisième tableau d'honneur, parce que effectivement, là, depuis 3 Grands Prix, je le trouve génial. Alors, évidemment, on est peut-être un peu plus spécialiste que le grand public, hein, mais on est là pour ça, où on regarde parfois un peu plus en pondérant par rapport à la machine dont on dispose. Ce que fait Albon avec la Williams, c'est plus fort que ce que fait Hamilton avec la Mercedes. Enfin, je suis désolé. Effectivement. Il fait ce que faisait Russell avec la Williams l'année dernière. C'est-à-dire que vraiment, Albon a pris la succession de Russell à la tête de cette équipe et ça lui fait du bien peut-être de mener. Là où il a toujours été second couteau, que ce soit avec Verstappen ou que ce soit même chez Toro Rosso, où il était en lutte pour aller justement chez Red Bull. Là, on se dit qu'il a quasiment, alors je vais pas dire plus rien à perdre, mais en tout cas, il a une deuxième réputation à se construire et il y arrive très bien. Alors, il faut absolument qu'il ait des cheveux de teint en rouge. Hein. C'est une condition sine qua non pour fonctionner. Il a dit, je les garde jusqu'à la fin de l'année. Mais il fait quand même un relais de 57 tours, 54 tours, je pense, à Imola. Il arrive ici à faire 3 points. Alors, Williams à 3 points, c'est lui. Non, c'est en Australie, tu te souviens, en Australie quand il s'arrête au dernier tour. Et effectivement, super. Et puis là, à Imola, il apporte des points et là, il fait 9. Oui, c'est juste, oui. Mais c'est vraiment, pour moi, Albon, on l'écoute, en fait. Tu vois, on lui dit, écoute, d'un côté, on a un mec qui se contente de casser, non pas la baraque, mais de casser la voiture. Toi, est-ce que tu peux nous sortir de là? Et il fait, en fait, et il est en train de construire Williams autour de lui comme l'a fait Russell. Alors c'est que 5 Grands Prix, calmons-nous, mais sur la saison, j'ai l'impression que l'avenir de Williams, en tout cas le maintien de Williams, c'est plus les 35 ou 40 millions de dollars qu'amène Nicolas Latifi, c'est Alexander Albon, parce que c'est pas Darlington Capital, donc le principal investisseur et patron, enfin la société qui gère Williams désormais depuis que Franck et Claire ne sont plus là, n'ont plus besoin d'argent, donc Latifi n'est plus nécessaire à Williams. Alors est-ce que il va sauter d'ici fin de saison? Il n'est pas à l'aise, le pauvre. Là, je crois qu'on pourra avoir un changement en cours de saison. J'y croyais pas il y a encore quelques mois. Ouais. Mais là, ça devient très délicat.
Et là, il y a est vraiment Piastri la qui ramasse, le pousse, pauvre. il y a pas mal de jeunes pilotes qui pourraient avoir cette promotion chez Williams. Et quand encore une fois on voit ce que fait Albon, comme le faisait l'année passée Russell, Latifi a l'air un peu ridicule. C'est puisque son premier Ouais, premier adversaire, c'est son équipier. Donc, ouais. franchement, chapeau à Albon, et j'espère qu'il en fera d'autres, parce qu'il est quand même le seul à avoir mis donc 3 points pour Williams. Aston Martin en a 6, mais ils ont la chance, l'un ou l'autre, les pilotes, voilà, grappillent quelques points au fur et à mesure des courses, ils sont plus constants. Mais j'ai l'impression qu'avec le même moteur, la Williams pourrait être une aussi bonne voiture que, au moins, allez, sans exagérer, peut-être la McLaren, mais avec 2 pilotes, juste pour avoir le développement de talent et pas perdre une nuit sur 2 à réparer la voiture qu'a pété Latifi. Ce qui commence vraiment à nous fatiguer, et je pense aussi à fatiguer Darlington. Oui, tout à fait. Bon, écoute, allez, je te propose de conclure. Ce que je vais dire, c'est que le prochain rendez-vous, c'est l'Espagne. Bon, on va voir ce que c'est traditionnellement. C'est un des grands prix les moins intéressants de l'année. Mais là, quoi qu'il arrive, le duel Verstappen-Leclerc va continuer. Donc, effectivement, ça va valoir le déplacement de regarder ce Grand Prix d'Espagne. De toute façon, on est là pour ça. Circuit retravaillé, hein. Circuit retravaillé. Oui, donc, on aura peut-être des changements au niveau de la physionomie. Maintenant, on n'en a pas parlé, mais les changements qui ont eu lieu à Melbourne n'ont pas rendu le circuit plus intéressant. Au contraire, encore une fois, des enchaînements rapides. Moi, j'ai trouvé ça terrible. Donc, wait and see, mais est-ce qu'on aura le miracle tant attendu de Barcelone? Enlevez-nous cette dernière chicane et mettez-nous un DRS. Ça fait 10 ans qu'on demande. Voilà. C'est ça, voilà. Mais d'ores et déjà, je vous annonce notre prochain rendez-vous. Oui, ce sera la semaine qui suivra Monaco. Oui. Parce que même si c'est pas toujours effectivement le Grand Prix le plus passionnant de l'année, le cadre de Monaco, voilà, ce qu'a raté Miami. Oui, Long Beach, tiens, je prends deux autres exemples. Long Beach. Même Saint-Pétersbourg, en IndyCar et Monaco, oui, d'accord, la piste n'est pas large et parfois ça ronronne. Mais le fait est que là, on a un cadre évidemment exceptionnel. Donc, ce rendez-vous de Monaco, oui. Attendons Las Vegas. Oui. attendons Las Vegas. Non, mais l'année. Oui, je suis d'accord. Ça va peut-être, à mon avis, totalement éclipser Miami, je pense. Parce que là, le cadre, il va y être, clairement. Voilà. Entre la nuit, le cadre et le délire de Las Vegas, oui, ça va faire très mal, là, je pense. Mais tout ça pour te dire que oui, d'ores et déjà, on va se donner rendez-vous pour l'après Monaco, parce qu'il y aura un rendez-vous très important pour Charles Leclerc et ça va faire toute l'actualité de la semaine, ça c'est sûr. Et puis, tu sais que c'est le week-end où il y aura aussi Indianapolis, donc évidemment, là, on se gênera pas pour commenter. Voilà, c'est ça. Allez, je te propose de brandir maintenant le drapeau blanc et on va passer à la deuxième partie de notre Green White Checkered. On va parler WEC et IndyCar. On enchaîne donc la deuxième partie de notre talk. Maxime est toujours là et Maxime, tu vas reprendre le flambeau tout seul comme un grand parce que en tant que Belge, ah oui, malgré tout, il faut l'assumer. Oui, voilà. Personne n'est parfait. Hein. Merci. Je suis désolé. Je n'ai pas pu rester. La météo belge sur place. n'est pas parfaite. Oui. Écoute, tu sais que ça a été un de mes derniers commentaires en live sur Motors TV, le rendez-vous de WEC Spa il y a 2 ou 3 ans. 3 ans, en 2019. 3 ans avec les averses de neige. Voilà. Oui. Et on l'avait suffisamment dit, bravo à Monsieur Freitas qui avait tenu quasiment bon tout le temps et qui nous avait offert une course finalement assez incroyable. Donc tu t'es rendu à Spa, je me suis dit là le printemps 2022 c'est bon, il fait beau partout, les températures sont remontées, les essais se déroulent apparemment sous le soleil. Et qu'est-ce que j'apprends donc le samedi, Le samedi, tu as encore eu droit à des conditions dantesques au niveau de la météo. Donc raconte-nous ça puisque tu étais sur place. Disons que Spa sans la pluie, c'est pas vraiment Spa. Alors on dit souvent qu'en Belgique, il y a deux saisons, l'hiver et le 15 août. Mais c'est vrai que là, on n'avait pas prévu la pluie. En tout cas, moi, je l'avais pas prévu. Mais d'expérience, cette année, ça fait 20 ans que je vais à Francorchamps. J'ai pris mon petit kawaii, comme on dit dans le Nord, mon petit manteau. Et force est de constater que, encore une fois, la lutte, il faut l'admettre, n'était pas quand LMP2 ou quand GTE Pro, enfin, l'hypercar remplace le défunt LMP1 qui était chiant à mourir parce que Toyota finissait devant, et voilà. Là, on a quand même la première pole de Glickenhaus, donc c'était la première fois qu'une équipe américaine en championnat du monde d'endurance signait une pole position, donc avec notamment notre ami Pipo Derani qui avait... devenu la star, je pense, du week-end. L'équipe Alpine qui était juste derrière, donc qui arrive quand même en tête pour les 24 heures du Mans le mois prochain. Donc Alpine qui a gagné la manche d'ouverture et qui se retrouve ici en deuxième place parce que donc il y a une Toyota qui abandonne, celle de Sébastien Buemi. Et oui, ça, pour la deuxième fois, une Toyota n'est pas à l'arrivée. Alors la chance d'Alpine, c'est qu'effectivement lors du premier meeting, c'est l'abandon de la numéro 8. Et cette fois, la 7, pardon, et cette fois-ci c'est la 8, exactement. Oui. Donc on se retrouve quand même avec
un classement où bon, ça devient inquiétant pour Toyota s'il n'y a qu'une voiture sur deux qui termine, alors qu'Alpine continue de scorer des points. Et même Glickenhaus s'est retrouvé avec, globalement, comment dire, je ne vais pas dire la tête de course offerte, mais sur le rythme, on sentait que la Glickenhaus n'avait pas encore tout délivré pour Le Mans. Tu vois, je sais pas, il n'y avait qu'une voiture, il y en aura 2 au Mans déjà, ce qui n'était pas prévu non plus initialement. Donc voilà, donc Francorchamps était le dernier moment, la dernière répétition officielle de ce que pouvait être les 24 heures du Mans. Donc. Et c'est vrai qu'effectivement, moi je me suis donc forcément tourné vers le GT, où là il y avait un gros duel Ferrari, Porsche, Corvette, une seule Corvette, là aussi il y en aura 2 au Mans, bien sûr. Mais la course débute, et on se dit, bon, il fait sec, tout va bien, pré-grid, c'est formidable. On a 37 voitures au départ et la course est vraiment intéressante. Au début, ça se bat énormément, notamment en tête où on voit tantôt la Toyota, tantôt l'Alpine, tantôt la Glickenhaus se passe un peu le relais. On retrouve pour la première fois aussi le Francorchamps à l'ancienne, puisque les motos reviennent d'ici quelques semaines, et donc on a le retour du bac à gravier à la sortie de la source. Ça a fait des mauvais coups à Porsche, qui a vu ses 2 voitures usines s'accrocher au départ. Bon, ça faisait un peu pitié. Sous la pluie, maintenant, quand on sort large, c'est fini de revenir. On tape au virage de Bruxelles, il y a du gravier. Au double gauche, il y a du gravier. Au pif-paf, il y a du gravier. Et à la chicane bus stop, très loin, mais il y a quand même du gravier. Donc ça redéfinit un petit peu ce qu'est Francorchamps, et j'ai trouvé que la course était particulièrement un beau challenge, tu vois, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant. Au global, il y a eu encore une lutte jusqu'au dernier moment en GT, où on avait les 3 voitures qui ont terminé en 3 secondes. Dans les autres catégories, c'était un petit peu plus calme, avec Aston en amateur. En LMP2, c'est pareil, Jota a fait pas mal de bêtises, et il s'est pas passé grand chose, puisqu'en fait, sur les 6 heures de course, on a eu 2 heures de neutralisation. Eh oui. Alors, 2 heures, on a eu 3 drapeaux rouges. Un pour une sortie du team Bratislava avec Kopokna, le doyen d'ailleurs de la grille, qui d'ailleurs au début de course était dernier en P2, il se faisait rattraper par les GT, c'était un peu gênant, mais quand même. 60 ans le monsieur, respect quand même, parce qu'il faut les faire, les relais. Mais bon, 3 drapeaux rouges et quasiment 2 heures de full course yellow, parce que la pluie torrentielle s'abattait sur Francorchamps, et dès qu'on relançait, tu connais la tradition, yellow bring yellow. Du coup, on était bien dedans. Donc c'est vrai qu'en hypercar, le classement était établi avec la Toyota, qui ne semblait pas avoir de problème, et tout se passait bien. Et alors je regarde un petit peu ici, si je refais le bilan de ce qui s'est passé donc à Francorchamps cette année, quand on regarde les résultats, il y avait très très peu d'écart quand même dans les différentes catégories, ce qui n'était pas forcément le cas dans le passé où Toyota écrasait la concurrence. Et c'est de très bon augure en fait pour Le Mans, où justement on pourrait avoir une véritable lutte, comme on l'a eu finalement au début d'existence de l'hypercar avec les Glickenhaus. Donc vraiment très intéressant. Maintenant, pour faire un résumé de mon expérience au niveau du meeting, encore une fois, le WEC a très bien fait les choses pour le public. On avait la nouvelle tribune dans le Rédillon, qui est vraiment un must-have. Je vous invite vraiment à gravir cette montagne, il faut le dire, pour aller dans la nouvelle tribune couverte, qui est un point de vue sensationnel. Vraiment, ça sublime le circuit de Francorchamps. Ouais, ça c'est vrai. Donc voilà, donc moi un petit peu déçu d'avoir passé quand même la moitié de mon temps sur Twitter et sur Facebook et sur Instagram en disant bon les gars, ce serait bien que. Mais voilà. Donc juste avant Le Mans, incertitude de fiabilité encore une fois du côté de Toyota, là où on les croyait un peu plus avec de la marge. Alpine, très solide, arrive en tant que leader. Du côté du GT, encore une fois, Porsche est devant, même si Ferrari était très solide. Donc voilà, je ne sais pas vraiment qui va avoir l'avantage entre Porsche et Ferrari au niveau du Mans. Mais c'est vrai que bon, on a quand même deux hypercars qui terminent sur le podium, et derrière on a quand même WRT, donc l'équipe belge, qui finit sur le podium avec donc, notamment Robin Freins et René Rast. On saluait l'arrivée de Sébastien Bourdet, qui roulait pour sa première course en WEC. Ça c'était pas mal. Sébastien Ogier, qui roulait aussi du coup sur le team Richard Mille avec Lilou Adou. Bien, une 8e place de catégorie. Ils se sont améliorés par rapport à Sebring, et on sent que ça commence à qu'il y a une petite homogénéité qui commence à se dessiner là dans cette équipe Richard Mille. Et on peut être quand même honnête en se disant que un Sébastien Ogier au Mans dans une Toyota, sur 2-3 ans, on peut le signer sans trop se tracasser. Et donc, c'était Konopka, le pilote que je cherchais, le pilote du team Bratislava, qui a donc amené le premier drapeau rouge. Mais voilà, donc quand on fait le bilan, il y a eu pas mal de choses qui étaient intéressantes au niveau des GT Pro, GT AM. Mais c'est vrai que voilà, WRT a littéralement écrasé la concurrence, parce que Jota n'était pas du tout dans le coup. Les 2 voitures sont sorties à plusieurs reprises. Le team Penske, qui était pas mal aussi, avec Felipe Nasser, qui m'a impressionné, j'avoue. Alors, il faut savoir qu'au niveau des pneus, on était sur des Goodyear cette année en
P2, ce qui est aussi un nouvel élément qui va changer un peu la donne au niveau de la météo, parce que les pneus Michelin étaient beaucoup plus à l'aise, et c'est vrai qu'on a vu un écart entre les hypercars et les LMP2 s'accentuer sous la pluie, donc espérons qu'il ne pleuve pas au Mans, sinon on peut dire au revoir à éventuellement une P2 sur le podium général. C'est donc Alessandro Pierguidi et James Calado qui ont gagné pour AF Corse, mais de très très peu, parce que quand on regarde les écarts, il y a 5 dixièmes pour le deuxième qui est la Porsche de Christensen, et ensuite la deuxième Ferrari de chez AF Corse qui est à 7 dixièmes, donc littéralement arrivé en 3 secondes en GTE, c'était absolument magnifique. Le tout commenté évidemment par notre ami Bruno Van de Stick, qu'on salue, et qui une nouvelle fois était au rendez-vous. Donc voilà, un très beau samedi à Spa, mais quand même on a pris la flotte, et bon, ça fait partie du plaisir, mais c'est vrai que si on avait pu s'en passer, la course aurait peut-être été un peu plus intéressante. Voilà. Ok Maxime, bah écoute, c'était un résumé complet et nous avons bien goûté tes paroles. Voilà. Écoute, moi pendant ce temps-là, je me suis concentré aussi sur l'IndyCar, qui était à Barber. Donc écoute, qu'est-ce qu'on peut en dire? Vous le savez, c'est Patricio Howard qui s'est imposé, donc ça nous fait un 3e vainqueur cette année après McLaughlin et Newgarden qui avait gagné les 2 manches précédentes. Bon, moi j'ai toujours du plaisir, oui voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir à retrouver ce circuit de Barber. Qui fait partie des récents circuits américains, je trouve bien réussis, avec beaucoup de dénivelé, j'aime beaucoup. Bon, c'est pas Road America non plus, mais c'est un rendez-vous qui maintenant fait vraiment partie du paysage. Un petit côté Mid-Ohio que j'aime bien, un peu plus moderne. Oui, c'est ça, voilà, tout à fait, voilà. Écoute, moi ce que je voudrais vous dire, c'est que déjà du côté un peu de la Belgique ou des Pays-Bas, Rinus Viquet avait fait la pole, il fait la 3e place arrivée. Donc là, ça fait quand même un 3e top 10 en 4 courses pour Viquet, qui semble renaître un peu de ses cendres après la fin de saison l'an dernier qui avait été complètement ratée. Donc s'il pouvait se mêler à la bataille, on sait qu'il peut faire du spectacle. Moi, c'est Alex Palou qui m'impressionne. Et moi, j'ai envie de te dire, Palou est le nouveau Dixon. C'est-à-dire qu'effectivement, il est toujours là. Oui, c'est vrai. Je veux dire, on a suffisamment dit ça de Scott Dixon, qui doit, lui, se contenter d'un top 5. Et globalement, il a une place moyenne de 6 à l'arrivée depuis le début de l'année, Dixon. Il est toujours pareil, il est toujours solide, il est toujours régulier. Il fait 8, 5, 6 et 5 depuis le début de l'année. Donc, c'est du Dixon. Sauf que Palou, maintenant, c'est un super Dixon, puisque lui fait 2, 7, 3 et 2. Donc, tu vois ce que je veux dire? Oui. Là où un Dixon est régulièrement 5-6e, et bravo à lui, Palou maintenant est régulièrement 2 ou 3e. Donc effectivement, ce Alex Palou, champion en titre, malgré sa jeunesse, malgré même sa nationalité, j'ai envie de dire, il est phénoménal, il est d'une solidité exceptionnelle. Et effectivement, il est plus que candidat à sa propre succession, avec un McLaughlin là, qui descend un peu de son piédestal depuis le début de l'année, mais qui fait 6, donc c'est une bonne performance. Et Power qui fait 4, il en est à sa 3e, 4e place consécutive, Will Power. Donc, écoute, c'est très équilibré. Chez Penske, là, on a un trio quand même qui est super performant, normal. Et chez Ganassi, on a Dixon et Palou s'il faut assurer l'essentiel. Et chez Andretti, pour l'instant, ça se passe moyen, parce qu'on est obligé de faire la fine bouche, avec un Colton Herta qui est super rapide, mais qui est un peu brouillon, et qui ne fait que 10 là. Voilà. On a un Rossi qui revient un peu aux affaires, 2 top 10, mais enfin, c'est en moyenne, c'est limite, il fait 9 ce week-end, je pense. C'est ça, voilà. Et un Romain Grosjean qui, on peut le penser, est maintenant la flèche d'Andretti, et le plus rapide et le meilleur, mais qui n'a pas été en mesure d'aller signer sa première victoire en IndyCar, ce dont je suis persuadé que ça va arriver. La flèche est un peu biaisée. Grosjean, alors je ne vais pas dire qu'il déçoit parce que ce serait exagéré, mais je m'attendais quand même à, au moins comme Scott McLaughlin, tu vois, au moins être un peu plus présent avec cette voiture et ce team Andretti qui est quand même bien plus à même de lui amener la victoire. Un peu déçu de Romain, je dois voilà, exactement. Alors il nous a fait comment dirais-je, une manœuvre, un épisode un peu spécial avec Rahal. Alors, je vais te dire ce que j'en ai pensé, puisque je suis français et que tu vas peut-être penser qu'on défend Romain Grosjean. Là, autant Graham Rahal, je ne peux pas dire que je l'adore, parce que... Il a un passif. Oui, voilà. Rahal, quand il fait sa tête de con à l'américaine, voilà, excusez-moi, je l'ai dit, il est très fort et parfois il est quand même comme ça. Bon. Mais j'avoue que j'ai pas complètement compris le coup de volant qu'a donné Romain à Graham. Alors il doit y avoir un peu d'antécédents, il doit y avoir peut-être 2-3 trucs qu'on n'a pas forcément vus à la caméra, mais enfin bon, j'ai quand même vu un pilote braquer sur l'autre et aller le taper. Et c'est Romain Grosjean qui a tapé Graham Rahal. Oui, donc, c'est pas Mazepin. Oui, voilà, donc je suis désolé de dire que oui, non, j'avais tendance à blâmer Romain Grosjean dans cette histoire. Alors il l'a pas été de la part de la direction de course. Ils en sont quittes pour s'être allumés chacun sur les réseaux sociaux par les déclarations d'après-course.
Mais enfin bon, oui, ça m'a pas complètement époustouflé cette manœuvre de Romain. C'est sûr Bon, qu'elle allait tendre son micro à Rahal après l'abandon, enfin après la course et lui dire alors, fallait quand même aller tendre le micro là, hein, parce qu'il était chaud le oui, garçon. Il n'a pas été tendre voilà. dans ses paroles vis-à-vis de Romain. Mm, Après, Romain, juste, je n'ai pas compris. Je ne sais pas pourquoi, bon. enfin, ce qui l'a motivé à faire ça, parce qu'en plus, c'est pas comme si c'était pour la victoire, ou enfin, excuse-moi, hein, ça peut parfois être Mm, excusé, même si c'est très inexcusable pour moi comme comportement. D'autant plus d'un garçon comme lui qui semble être parfois un peu sanguin. On a un peu l'impression de le retrouver comme à l'époque As, où justement, des fois, il disait non, mais ça va pas, tu vois, un petit peu. C'est pas juste où ça ne va pas. Donc un peu déçu de Romain. Maintenant, ça ne l'empêche pas non plus d'avoir ramené des points, d'avoir terminé 7ème. oui. Mais bon, Mm, s'ils avaient évité d'en arriver là, ça aurait peut-être été pas mal pour l'image des deux. Juste aussi, parce que tu parlais vite fait de Rinus VeeKay qui avait fait la pole, c'est quand même lui qui a mené le plus de tours pendant la mm. course. Donc Ah c'est oui. un peu dommage. Il a mené 57 tours contre 27 pour Pato Howard. Donc voilà, Palou n'en a mené que 4, évidemment. Oui. Et alors, le premier pilote qui se classe du coup avec 3 arrêts, mais parce que justement il y a eu un petit souci aussi avec Rahal, mais dans sa stratégie, c'est Romain en fait, le premier pilote en 3 stops Mm. qui finit Ouais, 7ème. ouais. Non, non. Donc il s'en est Non, mais plutôt bien sorti malgré la stratégie voilà. et les pneus. Et il va avoir son mot à dire, c'est évident. Mais Mhm. allez, il faudrait ce petit déclic maintenant, là, qui consisterait à vraiment faire un super résultat, c'est-à-dire sa première victoire en IndyCar. Il y a pas d'autre objectif pour lui, évidemment. Donc si ça pouvait arriver à Indianapolis sur le circuit routier, Bah, ça ça, serait c'est formidable. là qu'il a fait ses premiers faits d'armes. Sa deuxième place, Ben c'était voilà. là quand il est arrivé l'année C'est dernière. ça, tout à fait. Et on peut, même si là on a été critique vis-à-vis de Romain, on peut reconnaître aussi qu'il est un excellent consultant quand il commente les Grands Prix sur Canal+. Et il a Effectivement, été parfait. j'ai eu Mm. l'occasion d'entendre des bribes de ses commentaires. Effectivement, il est de un, il est pertinent. Salut Jacques Millot. Oui. De deux, il n'est pas rancunier vis-à-vis de quiconque dans le paddock. Du coup, quand il donne un avis, Mhm. c'est un avis sur la situation et pas parce que c'est mon copain, parce que lui, il est de telle nationalité, tel ci, tel ça, tel machin, fils d'eux ou machin. Mhm. C'était particulièrement Ouais, non. Et agréable. puis une phrase, une info pratiquement. Et ça, c'est bien quoi. Et alors, pour Il apporte rebondir quelque chose. rapidement sur la petite Mhm. parenthèse, la micro-parenthèse F1, Lionel Froissart au commentaire de la télévision belge et du coup de Formula One TV, c'est du caviar, merci beaucoup. Bon, il y a un peu l'âge, on sent que parfois, effectivement, Lionel ne voit pas très bien les enchaînements sur Mhm. certains éléments, mais c'est vraiment parfaitement excusable tant il est dans les chronos, dans ce qui se passe en piste, dans l'explication et beaucoup dans la psychologie et le comportement d'un pilote. Quand même, M. Froissart a Ouais, ouais. Ouais, des ouais. dizaines et des dizaines d'années d'expérience, donc effectivement, avec Gaëtan Vigneron, on a quand même un duo qui depuis quelques Grands Prix s'installe à la télévision belge et qui est vraiment très qualitatif. Donc rien que pour ça, merci au service public belge parce que franchement, Bon. ça fait le café. Très bien, bon bah, c'est noté. Allez Maxime, on a un quart d'heure pour conclure. Ouais. Maxi, donc on va brandir le drapeau à damier déjà, mais attendez, non, non, on a encore 4 disciplines à traiter dans la dernière partie. On y va. Voilà donc troisième partie de Green White Checker que vous retrouvez toujours sur la chaîne YouTube Maxou le pilote, hein, bien évidemment, sur les télévisions connectées Samsung, sur Motor Racing TV bien sûr. Et donc c'est maintenant un rendez-vous mensuel, hein, vous le savez, et on a beaucoup de choses à dire. Alors au programme la Formula I, BTCC, WTCR. WTCR et Supercars. Alors commence par la Formula I parce que là aussi tu as été content avec une victoire belge à Monaco. Bon, alors, j'avoue que j'ai pas vu vraiment ce qui s'y était passé, mais est-ce que ce rendez-vous monégasque est-il aussi prestigieux pour la Formule I maintenant qu'il l'est pour la F1? Comment le juges-tu? Est-ce que tous les ingrédients sont bien là? Bon, Charlène était sur le podium, donc pour le coup, on est dans la tradition pure et dure d'un Grand Prix à Monaco, enfin d'un e-prix. Non, plus Mhm. sérieusement, c'est vrai que le circuit de Monaco n'a pas toujours été utilisé dans sa configuration F1. C'était le cas cette fois-ci. Il n'y avait aucun changement par rapport à ce qu'on avait Mhm. sur le circuit du Grand Prix de Formule 1. Et force est de constater qu'on a eu pas mal de dépassements. Il y a eu de l'action, il y a eu des crashs, il y a eu vraiment un Grand Prix, enfin un e-prix, pardon, très intéressant. Ne nous trompons pas. Un e-prix très intéressant avec un Stoffel Van Dorn qui émerge vraiment d'une bataille à 4 parce qu'ils étaient quand même très nombreux devant. Il y a eu passation de pouvoir, donc d'abord avec Jean-Éric Vergne qui était particulièrement bien en forme, Mitch Evans avec la Jaguar qui est revenu, qui a repris l'avantage. Problème également pour Pascal Wehrlein qui encore une fois avec la Porsche a des soucis techniques. Il est poissard ce pauvre Wehrlein. Il a tout entre les mains et à un moment donné, Ouais.
quelque chose tombe du ciel et c'est pas possible, quoi. Donc voilà, et Robin French aussi est venu, est venu aussi se mêler à la bagarre. Donc on avait vraiment une bagarre à 4,5, on peut dire, devant, et petit à petit on s'est passé un peu le relais et on a perdu 1-1 les soldats, et finalement Van Dorn s'est retrouvé à quelques tours de l'arrivée en tête. Il prenait l'avantage sur Evans, qui était plutôt à se bagarrer avec Jean-Éric Vergne pour essayer de garder la deuxième place, parce qu'il faut pas oublier qu'au classement général, du coup, entre Evans et Vergne, c'était très très proche, et Van Dorn était juste derrière. Donc là, en gros, celui qui terminait devant l'autre sortait leader du championnat de Monaco. Bon, déjà, au-delà de gagner à Monaco, ce qu'a fait donc Stoffel Van Dorn, donc qui s'est imposé. Mitch Evans termine deuxième avec la Jaguar, et Vergne troisième. Petite réussite quand même pour DS Techeetah avec ses deux pilotes dans le top 5, puisque D'Acosta était particulièrement solide mais n'a pas eu de chance. Derrière, on retrouve aussi dans le classement assez loin Nyck De Vries, qui avait pourtant, champion en titre, qui avait pourtant fait de bons débuts de saison, mais visiblement ça ne veut pas décoller cette année pour Nyck De Vries. En fait, il a la malchance de Stoffel l'année dernière, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je pense que pour De Vries cette année, pas dire qu'on peut oublier le championnat parce qu'il y a encore pas mal de manches, mais ça va devenir plus compliqué. Alors au niveau équipe, Mercedes reste malgré tout en tête, donc 81 points pour Stoffel Van Dorn qui prend la tête du championnat devant Vergne et devant Mitch Evans qui passe en fait devant Robin French qui recule un petit peu. Pas mal de soucis avec l'équipe Porsche, puisque même André Lotterer a fini par se faire dépasser. Enfin, il a pris un dive bomb d'Oliver Roland, que je suis désolé, je déteste Oliver Roland dans son comportement en piste. J'ai rien contre le pilote, hein, mais parfois je trouve que dans ses attaques, il peut tacler à la gorge un pilote, continuer et ne pas être pénalisé. Je ne comprends pas pourquoi Oliver Roland n'est pas plus souvent rappelé à l'ordre. Il l'a fait à Londres l'année dernière avec Van Dorn, à qui il pulvérise la Mercedes, et il continue. Moi, j'ai rien fait, on m'a pas vu, pas pris. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup pour Oliver Roland, qui ici a fait l'intérieur à Sainte-Dévote à André Lotterer, qui ne savait vraiment pas où se mettre et qui a fini évidemment, tu t'en doutes, dans les pneus. Pauvre André, qui n'a vraiment pas de chance non plus. Donc en gros, l'équipe Porsche, ils ont tout entre les mains, mais c'est que des éléments extérieurs qui leur tombent dessus. Problème mécanique, un pilote qui les met dehors. Donc voilà, c'est très compliqué pour l'instant pour l'équipe Porsche, avec pourtant André Lotterer qui mériterait vraiment d'avoir du succès dans cette Formule I. Donc voilà, on est au stade quasiment de la mi-saison maintenant. On va se diriger ce week-end à Berlin, où il y aura 2 courses. Berlin, qui est un circuit où Stoffel Van Dorn aime beaucoup rouler. Il est souvent... Alors, c'est l'aérodrome de Berlin. Et en gros, on a une manche le samedi, une manche le dimanche, et on fait une course dans un sens et une course dans l'autre, horaire anti-horaire. C'est plutôt pas mal. Et il faut savoir que justement, c'est le circuit qui, avec le Covid, on a fait 6 manches il y a 2 ans. 6 manches. Oui, tout à fait. Au total, en mémoire. Ça a été absolument fou. Donc, c'est un circuit de 1 que tous les pilotes connaissent, et de 2 qui est un peu spectaculaire avec la grande courbe devant les stands. Il est un peu remanié chaque année, mais il y a moyen de dépasser. Donc, ça risque d'être un week-end intéressant. Je serai au micro d'ailleurs le samedi. Enfin, je retrouverai le micro. Eh bien, bravo Maxime. Du dimanche, ce sera Maxime Martin qui devrait être là en tant que consultant. Sarah Bovy, qui partage aussi le micro, n'est pas là, mais elle a été malheureusement même absente des 6 heures de Spa puisqu'elle avait le Covid en passant. Donc, une saison qui semble être enfin la bonne pour Stoffel Van Dorn, qui a visiblement refilé le châssis avec le chat noir à son équipier, notre ami Nyck De Vries. Donc voilà, une saison très intéressante, un meeting vraiment sympa. Tous ces concentré sur une journée, évidemment, comme c'est souvent le cas en Formule 1, donc très intense. Et parmi les favoris, eh bien, on commence à voir effectivement Mercedes, Jaguar et DS qui redeviennent un peu les équipes qu'on avait l'habitude de voir aux avant-postes. Voilà, du coup pour la Formule 1, donc, on a hâte de voir la suite et peut-être un premier champion de FIA, puisque c'est un championnat officiel depuis l'année dernière, belge, avec notre ami Van Dorn, bien sûr. Eh bien écoute, on va surveiller ça. Alors tu vas conserver le micro. Oui. Mais attention, je te donne 2 minutes, pas plus, je chronomètre, donc attention, 2 minutes pour me raconter la substantifique moelle de l'ouverture de la saison BTCC. Gros changement cette année en BTCC, alors on garde la même structure, ça à ce niveau-là, pas grosse différence, toujours 30 courses sur 10 meetings. Par contre, on a une grosse différence, c'est la suppression de la pénalité de poids en fonction des résultats et l'instauration de l'hybridation. Toutes les voitures ont un système hybride qu'elles peuvent utiliser en qualification et qu'elles peuvent utiliser en course, à l'image un peu de la Formule 1 où justement les LED s'allument. Bah ici on a une lumière bleue qui clignote. Ça nous a donné 3 courses absolument sympathiques, exceptionnelles avec un peloton très serré. Le retour inattendu de Jason Plato, qui devait prendre sa retraite mais qui va quand même rouler cette année, comble de l'ironie sur une Honda Civic. Donc il passe vraiment à l'ennemi, donc limite si c'est pas le Team Dynamics de Matt Neal, on en est quasi là. Pas mal de transferts aussi, donc on rappelle Jason Plato cette année chasse sa 100e victoire en BTCC. S'il y arrive, ce serait quand même assez exceptionnel. Parmi les transferts, on a donc Jake Hill qui a signé cette année du côté de chez BMW Motorsport et qui signe la victoire en course 3. Alors je vais refaire les choses dans l'ordre. Première manche, victoire de Tom Ingram sur la Hyundai, devant
Turkington et Shedden, troisième toujours sur sa Civic. La course 2, Shedden va gagner puisque Turkington cale sur la grille tout simplement. Pas de chance non plus pour Gamble sur la BMW qui fait troisième et qui aurait pu faire mieux mais une voiture qui était en grande difficulté. Et la troisième course du coup, Jake Hill gagne pour sa première course avec BMW avec une propulsion aussi. C'est quasiment que les BMW en propulsion en BTCC. Devant Sutton H. Sutton qui désormais roule avec le team Napa Racing, donc les Napa bleus et jaunes qu'on voyait en NASCAR. Là, cette marque arrive en BTCC avec 2 Ford Focus, notamment donc celle de Sutton. Et troisième place pour Josh Cook, et c'est donc Tom Ingram qui est en tête devant Shedden et Sutton. Et pour trouver la première BMW, il faut donc descendre au 6e rang avec Jake Hill. Donc pour l'instant, un premier meeting très intéressant. Et la suite, il y aura donc 3 courses. Ce sera les 14 et 15 mai. Et on ira cette fois-ci à Donington. À Brands Hatch version Indy, après Donington, qui a ouvert la saison comme ça devait être le cas l'année passée. Mais non, puisque Covid. J'ai donné 2 minutes. Très bien. Ouais, bien, si, je te mets une très bonne note parce que là, c'est parfait. Tu vois, quand tu veux. Quand tu veux Voilà, c'est ça. Bon, parce que comme tu te dis, bah oui, il faut que je tienne le micro, sinon LFB, il va trop parler. J'ai compris ta tactique. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux récupérer pour le Supercars 2 minutes avant que je fasse le WTCR, s'il te plaît? Voilà, c'est ça. Reprends ton souffle et je vais enchaîner avec le Supercars. Là, je pensais quand même la NASCAR Napa. Oui, ça me fait penser à la grande époque de Michael Waltrip. Mais oui, évidemment. C'est vraiment lui le pilote emblématique. Bien voilà. sûr. Bon. Et le 55 de mémoire. Voilà, c'est ça, exactement. Non, Supercars, ma petite page traditionnelle, c'est juste pour te dire, là, on va être extra sportif pratiquement. L'annonce sensationnelle de la semaine, là, ça date de quelques jours, c'est donc le passage de l'équipe WAU, Walkinshaw Andretti United, parce que tu sais que cette structure, finalement, elle se retrouve en endurance avec United, elle se retrouve en IndyCar avec effectivement Zach Brown qui a aussi des billes, voilà, et Andretti qui est dans le coin. Et puis elle se retrouve en Supercars où là tout le monde est associé avec Tom Walkinshaw, enfin avec le fils de Tom Walkinshaw, Ryan Walkinshaw. Voilà, c'est ça. Bon. Donc cette équipe a 2 voitures en Supercars. Cette année, c'est Chaz Mostert et Nick Percat, donc c'est très solide. Chaz Mostert a gagné 3 courses quand même depuis le début de l'année. Ils sont que 3 à avoir gagné. Hein. Je ne sais pas si tu sais, il y a 5 meetings qui ont eu lieu. Donc il y a Van Gisbergen qui domine de la tête et des épaules, on va dire ça comme ça. Mostert qui a gagné 3 fois. J'ai vu à Melbourne, c'était très intéressant. Oui, voilà. Et Will Davison qui a réussi à gagner la dernière fois à Perth. Bon, mais c'est incroyable, c'est le yo-yo. Mostert gagne 2 courses à Melbourne et fait pas mieux que 12e à Perth, avec dans les autres courses 19e et 20e de mémoire. Enfin bon, donc une catastrophe absolue. Ce qui fait que lui qui était leader au sortir d'Adélaïde, la première course de la saison, n'est plus que 5e au championnat. Mais tout ça pour te dire que l'équipe WAU donc, annonce cette semaine qu'il quitte Holden, on va dire ça de manière générale. En tout cas, ils ne seront plus équipés de Chevrolet Camaro, mais donc passent à l'ennemi chez Ford, donc être équipés à partir de l'année prochaine en Ford Mustang. Donc ça fait beaucoup parler en Australie parce que tu sais, c'est un championnat qui, à la base, a ses supporters indéfectibles concernant les marques. Effectivement. Ça, c'est surprenant. Quand tu vas en Australie, que tu assistes à des meetings Supercars, tu t'aperçois qu'effectivement, une grande majorité des spectateurs soutiennent les marques avant les pilotes, peut-être. Mais c'est vrai que quand Nissan et Volvo sont arrivés il y a quelques années, on sortait de 28 ans de mémoire de Holden versus Ford. Donc c'est quand même deux maisons. Voilà. C'est terrible. Oui. Et il a fallu vraiment, crois-moi, bien des années à Craig Lowndes pour récupérer une partie de sa popularité quand il est allé chez Ford. Ça le faisait pas. C'était un pilote Holden, on supportait Holden, et donc c'est pas pour ça qu'on allait aussi supporter Lowndes chez Ford parce qu'il était passé à l'ennemi. Donc là, les Holdenistes, si j'ose dire, pur jus, sont fous furieux parce que Walkinshaw, cette équipe Walkinshaw, c'est la survivante. Tu sais, comme en Formule 1, quand des équipes sont rachetées, Brown qui va devenir Mercedes, tout ça. Bon, l'équipe Walkinshaw actuelle, c'est celle qui s'appelait Holden Racing Team dans les années 2000. C'est l'équipe emblématique Holden. C'est Mark Skaife avec les couleurs rouges et blanches. Hein, tu vois ce que je veux dire, l'équipe mythique. Et dans la foulée, ça a été aussi Garth Tander, par exemple. Bon, donc là, c'est vraiment pour les fans hardcore le passage à l'ennemi d'une équipe Holden emblématique et historique, quoi. Bon. Est-ce que c'est juste pour essayer de pallier au fait que la nouvelle Camaro n'est pas forcément garantie de fonctionner alors que la Mustang a déjà quelques années dans les dents? Ce serait peut-être ça? Alors l'idée? peut-être, mais officiellement, c'est une raison économique qui fait que Walkinshaw le dit. On n'a pas d'aide de la part de Chevrolet, de General Motors, alors que si on passe chez Ford, on va devenir équipe officielle et on va récupérer du financement et du backing, comme ils disent, hein, de l'investissement de la part de la marque. Et quand on voit que l'équipe était comme entité chez Holden, on peut se dire qu'elle peut sans problème avoir
légitimité chez Ford, avec le passif. Tout à fait, voilà. Enfin, voilà, ils vont arriver comme effectivement une équipe majeure qui arrive chez Ford. Alors Ford a annoncé qu'ils financeraient effectivement leurs équipes l'année prochaine globalement à hauteur égale, même si Dick Johnson, ex-McLaughlin et maintenant Anton De Pasquale et Will Davison restera l'équipe emblématique car c'est l'équipe qui sert pour homologuer le modèle. Mais derrière, tout le monde sera à égalité. Il y aura donc 5 équipes officielles Ford l'année prochaine qui vont donc recevoir de l'argent de Ford Australia pour la saison. Donc, ça a l'air d'avoir été le moteur un petit peu de ce changement, un aspect économique avec un vrai soutien financier derrière de la marque, ce qui manifestement n'était plus le cas chez General Motors. Bon, on peut penser qu'effectivement, chez Walkinshaw, là, ce côté très inconstant des résultats, n'a pas aidé à ce que... il y a un électrochoc et ils ont signé pour un électrochoc, sans doute aidé par des considérations économiques. Ça, on peut faire confiance à Zach Brown aussi pour avoir étudié ça de près. Donc effectivement, on passe à l'ennemi. Puis la vie continue quand même. Hein. Mais c'est vrai, tu vois, au niveau un peu extra sportif, voilà, c'est la nouvelle sensationnelle du Supercars de la semaine. Évidemment, les fans se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. De toute façon, ils ont un gros problème, comme partout, de haine sur les réseaux sociaux. Et Chas Mostert est devenu un ambassadeur pour effectivement faire campagne contre le harcèlement et les insultes sur Twitter. Donc tu vois, il y a même dans lutter contre ça. Même dans un championnat dit national aussi grand, peut-être l'Australie. On arrive à avoir ce genre de situation. Quelle tristesse. Voilà. Le prochain meeting, c'est à Winton, hein, c'est dans l'état de Victoria, autour de Melbourne, et c'est pas ce week-end-là, mais l'autre. Voilà, donc on suivra ça, mais pour l'instant, Van Gisbergen est quand même largement en tête du championnat. Allez, tu as 2 minutes aussi pour conclure, donc là, on revient en France, qui pour nous, évidemment, est toujours un rendez-vous un peu émouvant, quoi. Il y a vraiment de l'histoire à Pau, il y a un circuit à nul autre pareil, un peu trop étroit sans doute, mais où il y a toujours un rendez-vous à nul autre pareil. Donc le WTCR faisait escale à Pau. Alors qu'est-ce que ça a donné, dis donc ? Alors je vais juste faire une petite parenthèse sur Pau, parce que quand même, quand moi j'étais gamin, Pau était un circuit qu'on avait sur quelques simulations de jeux vidéo, et donc j'ai passé énormément d'heures à rouler sur le circuit de Pau, qui est pour moi un des circuits urbains les plus sous-cotés du continent en tout cas. Alors effectivement, c'était pas du tout prévu que le championnat du monde arrive à Pau. Ça s'est greffé dans le week-end donc du Grand Prix de Pau. Évidemment, il y a toujours la Formule 3, il y a des trucs, la Twin Cup, enfin il y a de tout. Hein. Dans le Grand Prix de Pau, il y a du bon et du moins bon, mais enfin du plus ou moins prestigieux, évidemment. Mais donc le WTCR qui devait initialement aller à Most, vous vous doutez bien qu'actuellement, partir du côté de la République tchèque, de la Biélorussie, de la Russie, bon. Voilà, on va laisser ça en dehors du débat. Et donc, on s'est retrouvé avec une ouverture de saison à Pau, avec un circuit urbain. Alors, il n'y en a pas tellement en WTCR, même s'il y a toujours Macao, mais quand même, c'est quand même pas mal de commencer par là. Et c'était l'introduction de la nouvelle version de la Hyundai qui arrivait, la nouvelle Elantra. Pas de grosse évolution en termes de transfert de pilotes par rapport à l'année dernière. Tout le monde est un peu resté dans sa maison, tu vois. Du côté de Audi, on a 4 voitures. Du côté de Come To You, on retrouve encore Coronel. Du côté de Lynk & Co, on a Yann Erlaché qui défend son titre. On a toujours Yvan Muller. Santiago Urrutia qui est visiblement plutôt en forme, puisque l'Argentin nous a fait, l'Uruguayen pardon, nous a fait une pole et s'est vraiment bien débrouillé. La 4e voiture, évidemment, pour en vendre, c'est Makingwa, que je n'ai jamais forcément trouvé comme étant un grand pilote à l'époque Citroën, même s'il tombait en face de José María Lopez, c'était pas la meilleure période pour lui, malheureusement, mais il a quand même fait pas mal de carbone dans son temps. Donc voilà, donc une équipe Lynk & Co assez forte, assez présente, et pourtant, ce n'est pas l'équipe qui a mené le week-end de Pau, puisque sur les 3 courses, on retrouve quand même Nestor Girolami et Esteban Guerrieri aux avant-postes. Donc le team Olinkel, donc le team de René Munich, hein, le team allemand, qui continue en fait à performer avec 4 voitures dans 2 teams un peu distincts, mais ça reste quand même la même entité, un peu comme Come To You. Il y a 2 voitures Audi Sport, 2 voitures THL. Et donc tout ça a fait que sur le meeting, c'est Nestor Girolami qui a marqué le plus de points, donc 3 courses, il y a eu pas mal de crashs, on a fait énormément de dégâts chez Lynk & Co, une voiture s'était plantée, les 3 autres sont arrivés en aveugle et ont tapé le rail, donc je peux te dire que là on a bossé quand même assez violemment. Énormissime déception pour reprendre un peu Come To You, puisque les Audi étaient absolument nulle part, franchement, au classement c'est catastrophique. Je pense que la première voiture c'est Nathanaël Berton qui est 7ème au général, voilà. Et quand on fait le classement équipe, c'est Olinkel qui est devant, et on va encore, je pense, avec l'ajustement de la BOP, avoir peut-être un retour d'Audi, mais il faudra attendre 3-4 courses. Et surtout, le prochain meeting s'annonce comme extrêmement particulier, puisque tu le sais, avant l'ouverture des 24 heures du Nürburgring, il y a 2 courses de WTCR sur la grande Nordschleife. Et oui. On va voir ce que va donner Audi, parce qu'Audi a un gros passif là-bas avec des gros problèmes, notamment de cardan, où ils ont cassé énormément de voitures.
Donc c'est pas forcément le week-end où Audi va être aux avant-postes, et on retrouve effectivement parmi les pilotes qui sont présents les forces qui sont nées de ces dernières années, notamment l'Espagnol Mikel Ascona, qui désormais roule dans l'équipe officielle BRC, donc l'équipe Hyundai, et avec du très bon matériel peut faire de belles choses cette année. Je mettrai quand même une pièce personnellement, soit pour le titre en tout cas, soit Ascona, effectivement, qui pourrait être la bonne révélation. Sinon, effectivement, encore soit Yann Erlaché, soit peut-être effectivement Esteban Guerrieri. Derrière, on retrouve. Il a fait quoi, Yann Erlaché alors Yann, il s'est plutôt bien débrouillé puisqu'il a fait, il en a gagné une de mémoire. Et au classement général, il se retrouve 8e pour le moment avec 18 points. D'accord. Donc voilà, ça a été un peu compliqué avec les grilles inversées. Et au niveau du classement équipe, on notera tout de même qu'on a 8 équipes différentes cette année, mais qu'on a que 17 entrées officielles. C'est-à-dire que pour toute la saison, il n'y a que 17 voitures. Quand on voit le succès du règlement TCR en Europe avec 30-35 voitures à Portimao le même week-end, peut-être une question à se poser évidemment du côté de la FIA. Voilà, donc wait and see. Rendez-vous donc aux 24 heures de Nürburgring qu'on débriefera aussi, je pense, dans le prochain épisode, puisqu'elles ont lieu le dernier week-end, je pense, 25-26 mai, si je ne dis pas de bêtises. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous vraiment à tous pour notre prochaine émission qui aura lieu donc dans la semaine suivant le Grand Prix de Monaco, parce que donc en Formule 1 il y aura Espagne et Monaco, mais enfin bon surtout Monaco. Surtout Monaco, oui. Voilà, Indianapolis évidemment, donc c'est le même jour. Là, évidemment qu'on va débriefer ça, et puis je me rends compte que tiens, tu sais que du côté du rallye, ça sera vraiment les célébrations du cinquantenaire du WRC qui seront là au Portugal, et comme tout va bien, Sébastien Loeb et Ogier reviennent. Prévoyons 2 heures pour le prochain épisode, mon cher élève. Parce que je pense sais que pas, là, mais en tout cas, on va devoir s'épancher. En tout cas, regardez les épisodes de l'Afterlap parce qu'il y aura du débrief, que ce soit du côté F1 ou du côté rallye. Mais à mon avis, il y aura des choses à dire après. Tout à fait. Non, là, ça va être dense. Là. Ça va être très, très dense. Ça va être dense. Oui, ça va être dense, et ça va être dense avec les stars. Voilà. Oh là là. Bon, allez, c'était un jeu de mots. Oui, excuse-moi, tu sais, je fais ça naturellement, c'est comme ça. Bon. Ça s'appelle le talent, monsieur. Allez, Maxime. Oui, voilà, c'est ça. Merci. Bon, Maxime, je te libère et je te remercie. Je vous remercie à tous, évidemment, de votre attention et de votre fidélité et de votre passion. Pour nous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, de débriefer comme ça et de faire nos petits commentaires sur toutes les disciplines et toutes les belles courses que l'on regarde. Porte-toi bien jusqu'à notre prochain rendez-vous. Mais comme vous l'avez compris, il y aura du lourd et donc ça vaudra le déplacement. Salut Maxime, à bientôt. Salut LFB, merci à tous pour votre attention et votre écoute, et on se retrouve très vite pour reparler sport auto. Hâte d'être le mois prochain, il y aura du lourd. Voilà, ciao. Salut.